pour faire des calculs de la physique. Alors, j'ai mis ici simplement la formule qui permet de calculer à partir de 3 données approximatives d'une solution d'équation de ce type-ci, une solution nouvelle, mais, et c'est là le génie de Lemaître, si vous voulez, le génie de Lemaître n'est pas seulement d'inventer une méthode, mais d'utiliser cette méthode là où on ne l'attend pas. Et donc cette méthode était en fait faite pour résoudre des équations algébriques, et Lemaître, avec son génie, l'a transformée en une méthode pour résoudre des équations différentielles. Et l'idée est la suivante: au lieu de prendre 3 approximations d'une équation algébrique, on construit 3 fonctions qui sont des solutions approximatives d'une équation différentielle, et on montre que cette méthode permet d'en construire une nouvelle qui est une meilleure approximation. Et donc Lemaître a développé une méthode d'intégration numérique qu'il va appliquer au problème de Stirner, au problème de solution des équations de formation des galaxies et des amas de galaxies, et aussi pour calculer des fonctions qu'il apprécie très fort, qui sont les fonctions elliptiques. Alors, pourquoi Lemaître s'intéresse-t-il aux fonctions elliptiques? Parce que les fonctions elliptiques sont des fonctions qui généralisent les fonctions trigonométriques, si vous voulez, et qui apparaissent naturellement dans le pendule, mais aussi dans le problème de la toupie, etc. Or, tout un cours de Lemaître à Louvain, dans les années 50, est dédié au pendule. Lemaître était capable de faire aux ingénieurs et aux physiciens, et aussi aux mathématiciens, un cours complet sur le pendule. Et dans ce cours, Lemaître introduit les fonctions elliptiques, en étudie les propriétés. Il les connaît bien parce qu'il a lu chez Jacobi, dans le texte, la théorie des fonctions elliptiques, et il calcule la valeur grâce aux méthodes de l'itération rationnelle. Donc on pourrait dire que Lemaître a étudié, a inventé des méthodes qu'il a appliquées sur la Moon-Hopkins dans les années 50, pour trouver des solutions approximatives de ces orbites de particules chargées et des solutions approximatives de ces modèles de galaxies, en même temps que ça lui donne le plaisir. Si vous ouvrez le livre, le cours de Lemaître sur le pendule, c'est un très beau cours. Je me rappelle que le père Courtois, qui était un ancien élève de Lemaître aussi, m'avait offert le cours de Lemaître sur le pendule, et c'est plein de tables de valeurs numériques qui sont calculées avec cette méthode de l'itération rationnelle. Mais on pourrait dire que le génie de Lemaître, c'est tout ce qui touche, il le transforme, il invente par lui-même, et il transforme tout ce qui touche, si vous voulez, pour en faire des méthodes extraordinaires. Bon. Mais on pourrait se dire, mais ça c'est très bien, mais Lemaître fait aussi des choses atypiques. Et je me souviens que un peu avant sa mort, stimulé par la volonté de trouver des choses nouvelles sur Lemaître, j'avais posé la question à Ilya Prigogine pour savoir si, lors des congrès Solvay, où il l'avait rencontré, si Lemaître lui avait parlé de cosmologie. Et je me souviendrai toujours de la réponse de Ilya Prigogine, qui m'avait dit: ah non, pas du tout, Lemaître ne m'a pas du tout parlé de cosmologie, il m'a parlé pendant tout le congrès Solvay des nouveaux chiffres. Alors, vous savez que Lemaître a inventé une nouvelle manière de calculer les opérations arithmétiques élémentaires, et il a inventé une nouvelle manière d'écrire les chiffres. L'idée était qu'il est difficile de calculer mentalement, mais les machines n'ont aucune difficulté. Pourquoi se fatiguer à calculer comme un humain quand on peut calculer comme une machine? Donc, travaillons comme une machine, sans dépense de pensée, seulement avec de l'huile de bras. Et Lemaître a essayé de trouver des méthodes plus adaptées, si vous voulez, au calcul, plus adaptées, pédagogiquement, pensait-il, plus adaptées à la réalisation des opérations élémentaires. Bon, ces méthodes ont été testées dans des classes à la fin des années 50, ça s'est révélé relativement catastrophique, mais une personne a compris l'intérêt, c'est Papy, qui a écrit un livre Mini-Computer à partir des chiffres de Lemaître, et bien entendu nous en rions, mais toute idée que l'on met à la poubelle de l'histoire des sciences est toujours très intéressante, puisque si vous suivez les travaux de Stanislas Dehaene au Collège de France sur la psychologie du calcul, ou sur les bases neurophysiologiques du calcul, eh bien, on y apprend que, de fait, un certain nombre de méthodes pour réaliser des opérations sont plus ou moins adaptées aux limites de la mémoire à court terme, etc. Et donc, de fait,
ça peut être intéressant de changer de méthode de calcul pour coller mieux aux capacités neurophysiologiques des sujets. Bon, quoi qu'il en soit, le maître joue avec la Moon Hopkins, et ça m'a frappé encore tout à l'heure sur le clavier. Le maître, au début de son livre « Les nouveaux chiffres », qu'il avait d'ailleurs envoyé via les ambassades belges dans le monde entier, car il espérait une sorte de révolution arithmétique, si vous voulez, le maître, en jouant sur le clavier, s'aperçoit qu'on peut faire très rapidement des opérations en utilisant les touches de la machine. Et il développe un calcul, vous voyez, IJKL, donc il utilise un calcul, vous voyez, avec quasi binaire, hein, et il montre qu'en utilisant les touches de la machine, simplement avec une main, il décrit d'ailleurs ça de manière très, très détaillée, on peut réaliser, rien que par les doigts, des opérations arithmétiques élémentaires très rapidement. Maintenant, il faut être le pianiste, le maître, pour arriver à calculer très rapidement comme ça. Hein, vous savez que le maître était un grand pianiste, et le maître montre comment on doit faire. Et vous avez par exemple ici, il montre comment on fait, on appuie 2 fois sur J, et alors on attrape K, ça veut dire 2 plus 2 égale 4, etc. Et il commence à développer une méthode, qui est une méthode de calcul à partir simplement, on pourrait dire, des mouvements des doigts sur la machine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que non seulement le maître utilise la machine pour faire des calculs, mais il s'inspire de la manière dont on tape à la machine pour transformer, si vous voulez, l'arithmétique élémentaire. Et ça, c'est un petit coup de projecteur, et je m'arrête par là, un coup de projecteur sur, si vous voulez, ce qu'un génie peut faire d'une machine à écrire, qui est aussi une machine à calcul. Je vous remercie. Merci beaucoup Dominique de rehausser ici la présentation modeste que je vais continuer à faire. Excusez-moi, je vais redescendre d'un cran, un solide cran, pour vous raconter la suite. Alors, je vais essayer de m'employer à vous définir la machine qui est contenue dans la vitrine. Et je dois bien avouer que je n'ai pas été aidée par un descriptif ou un mode d'emploi, puisqu'on n'en a plus trouvé. Monsieur Laffu a bien cherché dans tous ces papiers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé de l'extérieur, j'ai consulté les 2 documents qui m'ont été envoyés, et puis j'ai profité d'explications et de commentaires de Gilbert Lemaître. Je vais vous raconter cette histoire-là. Alors, je dois vous avouer que le vocabulaire que je vais utiliser maintenant, c'est celui que les historiens de l'histoire des machines à calculer emploient. Donc, je ne vais plus utiliser le vocabulaire d'antan pour vous parler de la description de la machine. Donc vous savez que c'est une machine à la fois à écrire, le clavier du dessus, c'est une machine à écrire, le clavier du dessous, une machine à calculer. Alors voilà, sur base d'une photo, ici je vous précise l'affectation des touches du clavier de la machine à calculer, pardon. Donc vous voyez ici, je vais commencer par celle-ci, les touches blanches du centre, elles sont utilisées à la fois pour l'entrée et l'impression des termes d'une addition ou d'une soustraction, ou l'entrée d'un nombre à multiplier. Donc vous voyez, l'intérêt c'est que la dactylo, qui va être en même temps la personne qui va calculer, elle n'entre qu'une seule fois. Elle ne va pas retranscrire avec son clavier supérieur, donc on ne fait qu'une seule prise de données, on ne risque pas de faire des fautes. Alors, la partie droite, elle sert à entrer le nombre multiplicateur. Je ne vais pas beaucoup entrer dans ce détail-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est la programmation, donc je ne vais pas beaucoup approfondir. Mais il y a un petit pavé ici de touches noires dites de résultats, qui sont extrêmement importants, parce que je vais passer par là pour vous dire que la programmation, elle n'est que partielle. Ce qui fait tout le caractère singulier de cette machine. Donc on doit absolument utiliser ces touches-là pour programmer l'ensemble de ce qu'on veut faire. Alors, la machine du corridor, elle a 7 registres. Il paraît que c'est monstrueux. Monsieur Lemaître m'a dit qu'il n'avait jamais vu une machine aussi monstrueuse que ça. 7 registres de calcul. En plus, donc, ce sont des registres totalisateurs ou additionneurs ou encore donc des registres qui ont la particularité, comme tout registre ancien, de ne pas avoir de mémoire. On n'a jamais que la somme finale, on ne sait plus les termes de l'addition qu'il y avait en dessous. Hein. Donc il n'y a pas encore de séparation de la fonction de mémoire et de calcul dans cette machine. Donc voilà, les registres,
il mémorise le résultat final. Donc il y en a 6 antérieurs et 1 postérieur, qui sert, registre à l'arrière, qui sert notamment à mémoriser les résultats intermédiaires. Alors, par exemple ici, justement, la machine est bloquée sur le registre 5. Ça veut dire qu'elle est en registre actif numéro 5. Le registre antérieur actif est le numéro 5. Apparemment, Monseigneur le Maître avait à sa disposition moins de registres. Celle-ci, c'est un monstre de puissance qui se trouve dans le corridor. Donc, la machine qui est décrite dans le petit manuel que j'avais à ma disposition, eh bien, elle avait 4 registres au total, 3 antérieurs et 1 postérieur. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous expliquer à partir de ce petit document donc, qui est simplifié par rapport à celui qui se trouve dans la vitrine, comment ce sont les registres. Ici, on ouvre le capot, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas pu l'ouvrir. Et vous voyez ici les registres antérieurs qui sont au nombre de 3. Donc ce sont des roues dentées, en fait. Et puis à l'arrière, il y a le registre qui est le registre du postérieur, qui sert notamment pour les résultats intermédiaires. Et ici, la partie multiplicatrice dont je ne vais pas parler beaucoup. Alors maintenant, si vous regardez du dessus, avec le capot ouvert, la machine, vous voyez qu'il y a un registre, ici le registre antérieur, qui est dans l'axe de celui-là. C'est celui-là qui va être le registre actif. Mais, donc il y en a 2 autres. Ceci, c'est un registre antérieur qui est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Alors, nous allons regarder ensemble ce qui se passe. Alors, j'approfondis un tout petit peu 3 des touches qui vont être indispensables pour comprendre comment la machine est utilisée. Vous voyez, c'est ici, donc c'est sur la partie gauche antérieure de la machine. Il y en a un qui est pour imprimer le contenu du registre postérieur. Une autre touche qui est pour imprimer le contenu du registre antérieur actif. Et puis, il y a quelque chose dont, voilà, pour introduire un nombre dans le registre postérieur, eh bien, il faut pousser sur ce bouton-là. Donc le bouton ici, c'est absolument fondamental pour utiliser la machine avec sa complète fonctionnalité. Alors, je continue un tout petit peu dans son explication. Donc, je vous ai dit que c'était une machine mécanique, essentiellement mécanique. C'est les composés, vous l'avez déjà vu, d'un savant assemblage de roues, disques, cylindres, engrenages, leviers, ressorts, etc. Alors, elle est décimale. Ça posait un point d'interrogation à plusieurs personnes ici dans la salle. Oui, en fait, ça veut dire que le code décimal est choisi pour la représentation des nombres. Et j'en ai pour preuve, voilà. Voici une petite roue dentée de 0 à 9. Donc chaque dent représente un chiffre en fait, et donc vous voyez, vous comprenez, ceci c'est une coupe sagittale, si ceux qui font de la biologie comprennent ça mieux, donc une coupe à travers l'axe antéro-postérieur de la machine, et vous voyez ici donc une section de 2 registres, le registre antérieur, le registre postérieur, et ici une petite roue, comme celle qui est dessinée là, et qui vous montre bien que le support, que la machine est basée sur 10, hein, et pas sur 2 comme les futurs ordinateurs. Alors, elle fait de la multiplication directe. Ça, il y a moyen d'en faire tout un cours. Je ne vais pas du tout entrer là-dedans. Simplement, je voudrais... Voici la pièce en question que j'ai pu retrouver donc, dans le document de 1906. Mais je voudrais simplement faire un petit rappel. C'est que la multiplication directe, donc basée sur la table de multiplication, la table de Pythagore, elle avait déjà été inventée en 1889. Je ne sais absolument pas si Hopkins plutôt était au courant, je ne sais pas si on le sait. Mais enfin, donc, il y a des précédents. C'est magnifique, mais ça avait déjà été inventé. Et je vous rappelle aussi que la plus ancienne multiplicatrice, elle est de Leibniz, donc, et elle date de 1694. Et c'est là, elle fait des multiplications par addition répétée. Donc il y avait une manivelle et on devait tourner. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien comme multiplicatrice. Alors, je continue ma définition et j'en arrive à ce qui, moi, m'intéresse le plus. C'est que la machine, elle est programmable. Programmable, c'est-à-dire que dont le programme, et le programme, c'est en fait ce qui dicte un séquencement automatique. Un séquencement automatique, par exemple d'addition, eh bien ce programme, il peut être changé ou modifié, mais seulement partiellement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir intervenir les touches du pavé, là. C'est indispensable. Pour la programmer complètement, il faut que la main gauche chipote avec... il faut être pianiste, je pense, pour pouvoir faire tout ça.
Alors je vais vous illustrer, c'est un peu fastidieux, mais je pense que pour que vous compreniez le génie pratique de Monseigneur Lemaître, il faut qu'on passe par là. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc j'ai choisi un exemple concret avec la seule chose automatique que sait faire cette machine-là, et qui est donc certainement beaucoup plus primitive que ce que Monseigneur Lemaître a eu en main. Parce qu'ici, elle ne dispose que d'un seul taquet de programmation. Donc je vais vous montrer comment il y a une automatisation possible du changement de registre antérieur. Le changement de registre antérieur des trois machines, et je vais illustrer le caractère partiel de la programmation. Alors, donc voici maintenant, toujours du dessus, la machine où je vais... Donc c'est une machine, je répète, plus primitive que celle qui est dans le corridor. Eh bien, ceux qui connaissent la dactylographie vont tout de suite reconnaître la partie machine à écrire sur cette machine. On permet de fixer la tabulation, et donc on va pouvoir utiliser des colonnes grâce à cette tabulation qui est mise ici. On va faire ce qu'on veut faire en fait dans cet exercice-ci. On veut faire 4 additions, colonne par colonne, et puis calculer, donc à partir de ces sous-totaux, on va calculer le total global. Et on va utiliser tous les 4 registres que possède la machine. La pauvre machine, ici, elle n'en a que 4. Le monstre du corridor en a 7. Donc avec 4 registres, voilà ce qu'on va faire. Donc vous remarquez, on va commencer par positionner les tabulateurs, et puis on va positionner quelque chose qui apparaît sur une machine à écrire, qui va venir compléter cette machine à écrire. On va poser des taquets, il n'y a pas de flèche qui le représente, mais des blocs aussi, donc le bloc tripping, vous voyez les 2 blocs qui sont séparés sur cette machine-ci des taquets, tandis que sur celle du corridor, ils sont joints. C'est des blocs à taquets, vous allez les voir après ça en sortant. Et donc ces blocs-là, quand on va faire bouger et passer au-delà du tabulateur, ils vont faire en sorte que les taquets vont faire basculer, mais je vais vous montrer, j'ai un petit dessin, vont faire basculer le registre. Je vais vous montrer ça tout à loisir. Alors, commençons par le commencement. On va entrer les données, supposons que nous soyons l'opératrice, on doit entrer les données de cette colonne-ci. Alors, voilà, c'est programmé. Et qu'est-ce qu'on fait? Via la touche de résultat, pour être astucieux, on va les mettre dans le registre postérieur. Parce qu'on va vouloir garder les registres antérieurs qui vont nous servir après. Donc, on va aller mettre la première colonne dans le registre postérieur. On va entrer ça, donc toute cette colonne-là, en faisant des retours chariots, on va entrer chaque fois ce nombre-là, et puis celui-là qui va s'additionner immédiatement au précédent, et puis ainsi de suite jusque-là, et on s'arrête là, et on n'imprime rien, on ne fait rien encore du tout, mais ce qui se passe, c'est qu'évidemment, dans ce registre postérieur se trouve déjà cette somme-là. Elle est déjà dans le registre postérieur, on n'exploite pas encore. On continue. Donc, vous voyez, je vous remonte ce petit pavé, donc... pour introduire un nombre dans le registre postérieur, je vous rappelle, on avait poussé sur ça. Donc on devait, en même temps qu'on introduisait les nombres d'une main, on devait pousser avec le clavier, avec de la main gauche, pour pouvoir entrer dans le bon registre, pour pouvoir exploiter au maximum la machine. Alors maintenant, si on veut mettre dans le premier registre antérieur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, via la tabulation, on continue et on entre simplement dans cette colonne-là, et on va mettre dans le premier registre qui se trouve à l'intérieur, sans autre forme de procès, la première colonne. Et de nouveau, quand on a fini, ce n'est pas affiché, mais c'est le résultat final qui se trouve dans ce premier registre. Alors maintenant, c'est ici que ça nous intéresse. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on continue via la tabulation. On va passer dans la troisième colonne, hein, comme pour une machine à écrire. Mais ce faisant, qu'est-ce qui se passe? On va bouger le chariot et on va faire en sorte que, ici, le bloc, il va faire basculer, grâce au taquet qui se trouve là derrière, il va faire basculer le registre. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, voici comment ça se passe quand on est dans le premier registre. On est en position comme ça, vous voyez. Donc, le premier registre se trouve dans l'axe de celui qui se trouve à l'arrière. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va passer du premier au second registre? Eh bien, donc, la machine à écrire continue son trajet. Et vous voyez ce qui se passe ici, en fait. Elle va aller passer, obliger ce bloc-là à faire basculer le taquet. Et le taquet est armé de toute une tringlerie qui va faire coulisser vers la gauche
l'axe sur lequel se trouvent les registres. Ce qui fait que le registre actif va devenir le second, sans que l'utilisateur, cette fois-ci, ait fait quoi que ce soit. Donc, le changement de registre est effectivement complètement automatique. Et ça, ce n'est jamais, encore jamais été écrit dans un bouquin sur l'histoire des machines à calculer, ce genre d'affaires. Ça se trouve dans le livre de Dominique Lambert, ça se trouve dans des petits textes de Monseigneur de Gilbert Lemaitre, mais il n'y a pas une somme, si vous voulez, qui parle de ça encore. Donc c'est à ajouter dans les manuels. Et donc évidemment, pour passer dans le troisième registre, c'est pareil. Donc on a fini d'entrer les données. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans chacun des registres, il y a un sous-total. Vous êtes d'accord, hein? On a les 4 sous-totaux qui sont dans chacun des registres. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer à gérer les résultats. On va imprimer le contenu du registre postérieur via la touche de résultat, puisqu'il y a une touche qui permet d'imprimer le contenu du registre postérieur. On imprime. On est mis au bon endroit, on imprime. Et puis, donc, vous voyez, on pousse sur celui-ci, ici, imprimer le contenu du registre postérieur, qui contient sa somme. Et puis, on se positionne au niveau de la seconde colonne, via la tabulation, et on imprime le contenu du registre actif qui contient cette somme-là. Et puis alors, c'est pas fini, c'est ici la subtilité. La subtilité, c'est qu'on va pousser maintenant sur la fameuse touche qui permet d'introduire dans le registre postérieur, qui va servir de résultat intermédiaire, et donc on va aller additionner ce nombre qui est là à celui qui se trouvait dedans. Donc on a la somme des 2 premiers dans le registre postérieur, et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça se passe. Donc idem pour 2 et 4, et donc voilà, et pour terminer, on imprime le résultat global avec le fameux pavé qui permet d'imprimer ce qu'il y a dans le registre postérieur. Alors, à ce moment-là, quand on a eu compris tout ça, enfin, en particulier moi, j'ai fait appel à Dominique.